Chers étudiants, une des compétences à acquérir lorsqu'on s'intéresse à la question des outils numériques pour la formation en langue, et c'est l'une des premières compétences à acquérir, c'est la capacité à explorer les ressources existantes qui ont déjà été créées par d'autres personnes, à les trouver, à les analyser et à se poser la question de la pertinence de les utiliser dans sa propre formation. Alors d'abord, on va se demander qu'est-ce que c'est qu'une ressource. Ensuite, quels sont les différents types de ressources dans des grandes définitions. Et puis, on va voir qu'est-ce que ça veut dire analyser une ressource. Ensuite, on pourra se poser la question de comment l'intégrer et à quel moment. Donc vous voyez l'ordre des choses. Trouver une ressource, l'analyser et ensuite se poser la question de comment l'intégrer à sa formation, dans quelle mesure. Alors, pour vous aider à réfléchir, je pense qu'il est important, je vous l'avais déjà dit lors de la classe virtuelle, je pense vraiment qu'il est important de revenir aux définitions. Qu'est-ce que ça veut dire ressources? Alors, sachez-le, pour les définitions, je prends en général, lorsque j'enseigne, pas lorsque je suis chercheur, mais lorsque j'enseigne, j'aime apprendre trois sources pour comprendre la définition d'un mot. J'aime bien le Larousse, qui est quand même un dictionnaire français classique. Je prends le Larousse en ligne. J'aime bien aller regarder sur Wikipédia, qui est quand même une source d'information souvent très riche, même si on ne connaît pas toujours les auteurs. Et puis surtout le CNRTL, qui est un outil, c'est le Centre national de ressources textuelles et lexicales, qui est un outil construit par des chercheurs. Donc par rapport à ces trois outils, on retrouve dans la définition de ressources, et là je vous lis ce qui se trouve sur mon grand écran, ici regardez, j'ai un deuxième écran qui me permet de travailler, la définition de ressources par le CNTRL. Le CNTRL indique que une ressource, donc groupe nominal substantif féminin au singulier, est un moyen permettant de se tirer d'embarras ou d'améliorer une situation difficile. Par exemple, quelqu'un dira « La fuite était ma seule ressource ». Donc on voit bien, c'est un moyen permettant de se tirer d'un embarras. Comme mot-clé, nous avons un moyen, c'est-à-dire quelque chose qui va nous servir à autre chose. Et dans cette définition, on retrouve l'idée de se aider les étudiants à passer une difficulté. Ça, c'est le premier point important dans la définition. Le CNTRL propose aussi une définition de ressources, cette fois-ci au pluriel. Donc par exemple, les ressources naturelles. On connaît très bien cette expression. Ici, la définition proposée est moyen dont dispose une personne, un pays, une région, une collectivité, et en général ce sont des moyens matériels. Donc on voit bien que dans cette définition aussi, on retrouve le plus important sur la ressource, qui est un moyen matériel pour accomplir quelque chose. De cette définition, de ces deux définitions, on peut comprendre donc qu'une ressource est un moyen, et que pour nous, on va essayer de voir en quoi ce moyen permet de dépasser un obstacle dans l'apprentissage des langues. Alors, déjà une remarque, on comprend bien que une seule ressource, toute seule, ne permettra jamais de dépasser l'obstacle énorme qui demande énormément de travail et qui comprend beaucoup d'aspects, qui est celui d'apprendre une langue de A à Z. Quand on nous fait croire que grâce à la méthode Assimil ou grâce à la méthode Duolingo, donc Assimil c'est une ancienne méthode qui se trouvait avec une cassette et des livres pour les plus anciens. La méthode Duolingo, allez sur internet, vous verrez, c'est une méthode où on nous fait faire des exercices de grammaire et on nous fait croire dans la communication que ces ressources vont nous aider à apprendre les langues de A à Z. Déjà en tant que professionnel, par rapport à ces définitions, on voit bien que apprendre une langue, c'est pas juste un obstacle, c'est tout un projet, et qu'une ressource seule ne pourra jamais nous aider, nous permettre d'atteindre l'ensemble du projet. Par contre,
il peut être intéressant de considérer les ressources comme étant un moyen de dépasser un obstacle en particulier. Par exemple, on voit que les élèves ou les étudiants ont une difficulté à comprendre l'oral à un certain moment et à un certain niveau. Peut-être qu'une ressource va pouvoir aider d'une certaine manière à la compréhension de l'oral. Une autre ressource pourra être intéressante pour la production écrite. Une autre ressource encore pourra être intéressante pour la grammaire. Voilà, donc il faut déjà bien voir ça, c'est que les ressources, il n'y a pas de ressources magiques, chaque ressource devra être analysée en fonction de l'obstacle que l'on souhaite voir dépassé par nos élèves et nos étudiants. Alors, deux types de ressources que vous devez absolument clairement identifier dans votre esprit. D'une part, les ressources construites spécifiquement pour l'apprentissage des langues, des ressources donc qui ont été conçues pour permettre à des personnes d'apprendre les langues. Quelques exemples de ressources, qu'elles soient analogiques, donc papier ou numériques. Eh bien, par exemple, les livres qu'utilisent les enseignants et les livres qu'utilisent les élèves pour apprendre l'anglais, qui sont composés d'exercices, d'activités, ce sont des ressources qui ont été construites spécifiquement pour l'apprentissage des langues. La méthode Assimil, la méthode Duolingo, Anglais facile, qu'un certain nombre d'entre vous connaissez peut-être sur Internet, sont des ressources qui ont été construites spécifiquement pour l'apprentissage des langues. C'est-à-dire que l'auteur de la ressource avait en tête un public d'apprenants des langues. Ça, c'est le premier type de ressource. Il vous faut pouvoir l'identifier. Le deuxième type de ressource, et on va beaucoup en parler tout au long de ce semestre, sont ce que l'on appelle les ressources authentiques, qui n'ont pas été construites pour l'apprentissage des langues, mais qui sont des ressources que nous considérons comme pouvant être pertinentes pour l'apprentissage des langues. Un exemple, vous allez sur YouTube, vous trouvez une vidéo en anglais sur un sujet qui intéresse vos étudiants. Cette vidéo est intéressante, vous la trouvez intéressante parce qu'elle est suffisamment courte, elle est suffisamment claire, elle est rigolote, donc motivante. Pour plein de raisons, vous estimez que cette vidéo va être intéressante pour vos étudiants, vous avez envie de la diffuser en cours, vous avez envie de l'exploiter. Il s'agit d'une ressource authentique qui n'a absolument pas été construite pour l'apprentissage des langues, mais il s'agit d'une ressource quand même. Quelle va être la différence entre ces deux types de ressources? Eh bien, la ressource construite spécifiquement pour l'apprentissage des langues, vous allez devoir l'analyser et voir comment intégrer certaines parties dans votre cours. Vous allez renvoyer l'étudiant ou l'élève vers ces parties-là, mais vous n'allez pas toucher à la ressource elle-même. Vous allez simplement guider l'étudiant pour l'utiliser, ou l'élève pour l'utiliser. Au contraire, la ressource authentique, vous allez devoir la didactiser, c'est-à-dire la préparer pour qu'elle soit accessible à l'étudiant. Si vous donnez la ressource authentique à l'étudiant telle qu'elle, elle risque d'être trop difficile d'abord. Donc, dans la manière dont vous allez l'exploiter, dans la manière dont vous allez éventuellement l'aménager, vous allez peut-être devoir couper la vidéo, vous allez peut-être prendre des images de la vidéo, en tout cas vous allez la didactiser et pour l'intégrer à votre séquence pédagogique. Donc on a ici deux types de ressources extrêmement différents qu'il vous faut parfaitement comprendre, et lorsque vous allez chercher des ressources pour faire votre cours, que ce soit dans la bibliothèque de votre université, dans le futur CDI de votre collège ou sur Internet, il vous faut bien avoir en tête si vous êtes sur une ressource authentique ou si vous êtes sur une ressource construite pour l'apprentissage. Je vais vous donner là 4 exemples de ressources. Essayez de voir si d'après vous, il s'agit d'une ressource
authentique ou d'une ressource créée spécifiquement pour l'apprentissage des langues. Première ressource, une ressource papier, un livre écrit par un auteur anglais, en anglais, par exemple, un livre Romeo and Juliet de Shakespeare. Est-ce une ressource authentique ou est-ce une ressource créée pour l'apprentissage? Deuxième exemple de ressource, un livre bilingue sur lequel vous avez d'une part une page en français, une page dans la langue d'origine, par exemple l'anglais, et une page dans la langue dans laquelle parlent les étudiants, en général on va dire le français ici. Ressource authentique ou ressource créée pour l'apprentissage? Un site internet, par exemple Game of Thrones. Ressource authentique ou ressource pour l'apprentissage? Un site internet, par exemple MyCow. Allez sur internet voir ce que c'est MyCow, vous verrez. Est-ce une ressource authentique ou une ressource créée pour l'apprentissage? Enfin, deuxième vocable et le magazine The Time. Ressource authentique ou ressource construite spécifiquement pour l'apprentissage? Vous aurez les réponses sur Iris. Il faut vraiment réfléchir à ces questions-là. Voilà pour la définition des ressources, en tout cas de la typologie des ressources qu'il faut garder à l'esprit en tant qu'enseignant de langue et formateur grâce aux outils numériques. Dans la deuxième vidéo qui suit, je vais vous donner quelques pistes pour analyser ces ressources et réfléchir à leur intégration dans un cours. À tout de suite.